En 1975 à Hollywood et un an plus tard à Paris, l'actrice et féministe Delphine Seyrig est allée à la rencontre de 23 actrices à la notoriété reconnue pour les inviter à parler en tant que femmes de leur expérience professionnelle, de leur rôle et de leur rapport avec les hommes dans leur métier. Cette mosaïque de témoignages d'actrices d'âges différents constitue la matière de ce documentaire « Sois belle et tais-toi », tourné dans la plus grande simplicité, avec l'une des premières caméras vidéo par la réalisatrice suisse Carole Roussopoulos. Ce film, de 111 minutes, sorti 5 ans plus tard, en 1981, est l'un des premiers films sur les actrices. Ces 23 actrices interviewées par Delphine Seyrig sont Jill Clayburgh, Marie Dubois, Delia Salvi, Juliette Berthaud, Pat Darbanville, Mehdi Norman, Louise Fletcher, Jane Fonda, Cindy Williams, Rita Renoir, Jenny Agutter, Luce Guilbeault, Shirley MacLaine, Anne Wiazemski, Rose de Gregorio, Maria Schneider, Viva, Candy Clark, Barbara Steele, Millie Perkins, Mallory Millett-Jones, Suzanne Tyrrell, Hélène Burstyn. J'ai eu envie de vous réunir pour qu'on parle entre femmes et vous poser des questions que j'avais envie, que je me pose parfois moi-même et que j'avais envie de vous poser. Alors, Milly, j'avais envie de te demander, si tu avais été un garçon, est-ce que tu aurais été actrice ? Si j'avais été un garçon Je pense que j'aurais eu un plus grand choix dans ce que j'aurais cherché à faire. Mais je pense pas que j'aurais été un acteur. Je pense que si j'avais été un homme, j'aurais pu avoir une éducation qui m'aurait ouvert des portes. Que l'aventure de la vie aurait été grande ouverte devant moi, tu vois. Oui. Et que la vie aurait été tellement plus libre. Parce que dans mon milieu, les filles, il faut qu'elles se débrouillent pour partir, pour trouver l'aventure de la vie, qu'elles le trouvent elles-mêmes, sans le soutien de la famille. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait, mais avec des tentatives assez timides. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est mon aventure maintenant. Et j'ose dire que je me sens responsable. Avant, j'avais pas ce sens des responsabilités. Je pensais que si j'y arrivais pas, il y aurait toujours un homme pour m'aider, ou une figure d'autorité, un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, dans le rôle d'un homme. Ouais. Et toi, Delia, si tu avais été un garçon ? Je ne sais pas moi-même. Je sais pas. Vraiment pas. Je sais vraiment pas.
Je me suis souvent posé la question, mais j'ai jamais pu y répondre. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les garçons sont élevés d'une manière si différente des filles et que j'aurais pu... Non. J'ai plutôt l'intuition que j'aurais fait autre chose de moins exposé et plus au poste de commande. Peut-être que j'aurais été metteur en scène ou producteur ou quelque chose comme ça. Mais je pense que si j'avais été un garçon, je n'aurais pas été acteur. Mais je fais de la mise en scène maintenant. C'est peut-être le côté garçon qui ressort. Moi, jamais. Toi, jamais, Louise? Jamais. Être acteur, c'est le point le plus bas pour un homme. Pour un homme. Donc, si tu avais été un garçon, tu n'aurais pas été acteur. Non, jamais, je crois. Je suis certaine que j'aurais pensé que c'était une chose qu'on ne fait pas si on est un garçon. Dans ce temps-là, c'était comme une sissi, tu vois, une sissi. Oui, un garçon efféminé. Oui. C'est ça. Donc, c'est donc parce que tu es une fille que tu fais ce métier. Oui, 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 oui. Et je me pose toujours cette question, Delphine. Toujours, je me pose cette question. Être acteur, pourquoi c'est mieux pour une femme? Et pourquoi quelque chose qui est considéré comme frivole pour un homme doit être considéré moins frivole pour une femme? Mais écoute, je crois que nous avons ces idées parce que être acteur peut être quelque chose de formidable. Mais cette période-là, maintenant, du cinéma, du théâtre, c'est comme stuck. Comment on dit stuck? Coincé. Oui, coincé dans un autre siècle. Je comprends. Et toi, Juliette, si tu avais été un garçon? Non. Non, je pense pas. Non, mais pourquoi? Parce que je crois que je serais partie avec des bagages sur mon dos. Tu serais partie. Oui. Mais où? Je me serais tirée. C'est toujours ce que j'ai pensé. J'ai toujours, quand j'étais petite, regretté de ne pas être un garçon. Si tu veux, dans ce sens-là, parce que justement, ce que je cherchais à travers le cinéma, c'était vivre. C'était quelque chose, un alibi pour vivre. Bon, un moyen d'avoir une force pour moi, pour me défendre. Et comme je ne l'avais pas en tant que fille, parce qu'il y avait l'agression de toute façon permanente des garçons et tout ça, il me semblait que les garçons, c'était des gens qui avaient cette liberté de pouvoir se tailler sans se faire agresser physiquement, sexuellement, qui pouvaient aller dormir dans la rue, ce que j'aurais voulu faire, dormir sous un pont. Et qu'en tant que fille, je pouvais pas parce que j'avais une robe. Je voulais pas qu'on voie ma culotte. Oh, mais des trucs aussi cons que ça, vous voyez. Ouais. Si je veux pisser, où c'est que je vais faire. Bon, tout ça, des trucs à ce degré-là, pratiquement, au niveau... Tout ça, le sexe, tout ça, qui était très chiant. J'avais pas le courage de ça. Je serais un garçon, je suis sûre que je serais partie sans problème à l'étranger. J'avais toujours envie de voyager, enfin de partir pour chercher. Ce que j'ai fait avec le cinéma, mais là, je serais partie physiquement, réellement, moi, toute seule, je serais partie. Et ouais, tu serais partie, mais je comprends pas bien où tu serais partie, en fait. Je serais partie sur la mer. Ah oui. Je me serais fait engager comme n'importe quoi, marin, tout ça. Ah ouais. Et toi, Mallory, si tu avais été un garçon? En tout cas, c'est vraiment une question intéressante, je sais pas. C'est vraiment difficile d'y répondre parce que je pense qu'une des raisons qui me permet de jouer aussi bien que je le fais, c'est parce que je suis une femme. C'est parce que les femmes sont comme entraînées à séduire, à charmer, tu sais. C'est tout ce truc de papa avec sa petite fille, c'est ça, il faut obtenir. Et pour obtenir, il faut faire tout un numéro. Et je sais pas si je jouerais aussi bien si j'étais un garçon. Non. Toi non, Rita? Non, mais moi non plus, j'aurais pas été acteur.
Non, certainement pas. J'aurais été peut-être moins narcissique au départ. Sans doute, mais bon, c'est pas une réalité non plus, parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont très narcissiques à notre époque. Bon. Mais je pense que j'aurais été marin aussi. Ah oui. Et pourquoi tu penses que tu aurais été marin comme Juliette? Je sais pas, j'avais aussi envie, tu vois. Je suis très attirée par la mer et j'aime beaucoup. Encore maintenant, j'aime beaucoup être sur un bateau, j'aime beaucoup voyager. Non, je pense que j'aurais eu une vie différente. Une vie différente. Oui. Ah oui, j'aurais pas été acteur en tant qu'homme. Je suis sûre. Non. Non, parce que j'aurais eu plus de force vitale, enfin, j'imagine, en tant qu'homme. Enfin, tu veux dire que tu manques de force vitale ou alors que ta force vitale aurait été... Enfin, elle aurait plus la possibilité de s'épanouir, c'est ça que tu veux dire? Bon, écoute, je vais te dire pourquoi je pense ça. Quand je suis partie à 16 ans, donc je suis partie en tournée comme danseuse en Afrique, et je suis partie avec l'intention ferme de faire le tour de l'Afrique en autostop. Et si bien que je me suis dit, mon voyage est donc payé jusqu'à Dakar. À Dakar, je fais mes 2 mois de contrat et après 2 mois, je pars. Donc, je fais mon devoir. Je fais mes 2 mois pour lesquels on m'a payé le voyage. Et ensuite, je trouve des gens qui m'emmènent, etc. Et puis, je fais le tour de l'Afrique. Bon, ça m'amusait beaucoup. Et puis, évidemment, comme j'étais avec des maîtres de ballet qui étaient très durs, quand j'ai fait savoir que je voulais rompre mon contrat, on m'a obligée à continuer. Et même on m'a battue, on m'a fait peur, on m'a battue, on m'a obligée à continuer. Et il me retenait de l'argent, en plus, sur mon travail, tu vois. Et j'avais besoin de cet argent, moi. Et la moitié de mon salaire était retenue. Et ensuite, j'en avais vraiment marre. Et j'ai dû partir en laissant mon argent. Et tu penses que ça aurait été différent si tu avais été un garçon? Mais si j'avais été un garçon, je ne serais pas partie avec ce balai, déjà. Parce que, enfin, je pense que, en tout cas, le problème aurait été différent. On m'aurait pas... J'aurais certainement rendu les coups de poing si j'avais été danseur. Et on n'aurait pas essayé de me faire la loi comme on a essayé de me la faire. Ouais. Et toi, Léa, j'aimerais que tu nous parles en fait comment ça s'est passé pour toi au début dans le métier. Alors, moi, j'ai commencé au théâtre. J'ai été engagée dans une compagnie. J'y suis restée 3 ans. Et j'étais tellement contente de gagner un peu d'argent, de pouvoir payer mon loyer, de pouvoir manger. Et puis j'ai commencé... Puis j'étais dans une famille qui s'aime, famille du théâtre. Et puis j'ai commencé à regarder les pièces qu'on jouait. C'était tellement américain, c'était petit bourgeois et ennuyeux. Je déteste ce genre de théâtre. Et un jour, je me suis faite porter malade et je suis allée regarder en cachette la fille qui me remplaçait. Et c'était tellement barbant. Le théâtre monté comme ça, c'était mais horrible, c'était pas possible. Et puis voilà, je suis partie à Hollywood. Et toi, Jen, c'était comment tes débuts? Oh, je n'oublierai jamais le premier jour où j'étais à la Warner Brothers pour l'essai de maquillage. C'était la première fois devant la caméra. Bon, alors on vous met dans une, comme les actrices savent toutes, une chaise qui ressemble un peu à une chaise comme chez le dentiste, avec beaucoup de lumière sur le visage.
Et tous les hommes, là, comme les chirurgiens. Les chirurgiens. Oui, tu vois, les hommes, là, comme des gens, des chefs des départements de maquillage, des plus grands studios de Hollywood, des types très, très connus qui ont créé toutes les grandes vedettes, Garbo, Carole Lombard et tous les autres. Bon, alors, ils m'ont travaillé, là, le visage, et puis ils m'ont redressé, et je suis regardée dans la glace, et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi, qui sortait, avec les cils qui partaient un peu partout, des lèvres comme un aigle énorme. Alors, ils m'ont dit qu'il fallait que je teigne les cheveux en blond, parce que c'était comme ça qu'il fallait être. Et puis le dernier maquilleur, il voulait que je me fasse casser la mâchoire. Oui, briser la mâchoire par un dentiste pour me... Creuser les joues. Oui, creuser les joues. Alors j'avais des belles joues comme des adolescentes, un peu rondes. Et puis le metteur en scène, qui est aussi mon godfather. Ton parrain. Mon parrain a dit un jour, avec le nez que tu as, tu ne vas jamais pouvoir jouer la tragédie parce qu'on ne peut pas jouer la tragédie avec un nez comme ça. Et on ne peut pas le prendre au sérieux, ce nez-là. Et puis, le mot est venu d'en haut que le chef du studio, Jack Warner, voulait que je mette des faux seins parce qu'il n'aimait pas les petits seins. Et donc, c'était très clair, quoi. J'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commerciale parce qu'on allait investir de l'argent sur mon dos. Alors, la mâchoire, quand même, ils ne l'ont pas arrangée, ni le nez. Mais j'ai porté des faux seins et j'ai teint les cheveux en blond pendant 10 ans. Et j'ai porté les faux cils aussi pendant 10 ans. Ce qui veut dire que moi, Jane Fonda était là. Et puis cette image était là, et il y avait cette aliénation entre les deux. Quand je t'entends parler, Jane, ça me rappelle quand j'ai commencé. J'ai toujours été la plus grande, je mesure 1m80. Et à cette époque, les seuls acteurs avec lesquels je pouvais travailler étaient dans les westerns. Eh oui. Eh bien, les westerns sont fantastiques au cinéma. Mais à cette époque, les westerns de télévision, c'était l'abîme. Et moi, j'en ai fait beaucoup, parce que c'était les seuls acteurs qui étaient assez grands pour moi. Et quand je suis arrivée à Los Angeles, je suis allée à la Warner pour voir le même producteur 11 fois avant qu'il me donne un rôle. Et chaque fois que je suis allée, il disait « Vous mesurez combien ?» Et je lui disais. La 11e fois, j'ai supporté 11 entrevues. La 11e fois, j'étais tellement bouleversée qu'il me pose encore cette question que j'ai pris un crayon, je me suis adossée au mur et j'ai tiré un gros trait noir sur le mur. Et je lui ai dit, voilà combien je mesure. Alors, la prochaine fois que vous penserez à moi pour un rôle, vous n'aurez pas besoin de me faire venir jusqu'ici pour me le demander. T'as vraiment fait ça? Oui. Mais vous savez, moi, le premier film que j'ai fait comme vedette, c'était à Hollywood. Et l'importance était mise sur le côté physique. Moi, j'ai trouvé ça tellement dramatique. C'était des comédies stupides où les filles cherchent l'homme. Et j'étais obligée de jouer une femme ridicule. Mais d'ailleurs, des genres de femmes qui n'existent pas. Et toi, Maria, est-ce que tu t'es déjà sentie réduite à ton apparence physique en tant qu'actrice? Oui. Sur le dernier tango à Paris, ce que Bertolucci a fait du rôle, tu vois. Il m'a maquillée, il m'a mis 2 lignes noires, comme ça, ici. Sachant que quand tu mets du maquillage sur une fille jeune, trop jeune, qui n'est pas prête pour le maquillage, ça donne un air vulgaire, perverse. Il savait ça. Et toi, tu l'as compris après? Moi, je l'ai compris pendant, parce qu'on a improvisé certains trucs, mais la plupart du film, c'est moi, j'arrivais,
pour les lumières et je devais dire mon truc, mais j'ai eu aucune discussion, aucune explication, aucune... Enfin, si tu veux, oui, avec Bernardo personnellement, mais il travaillait avec Marlon sur le film, si tu veux. Ils ont tous les deux fait le film, si tu veux, tu vois. Oui, je vois. En fait, tu te sentais totalement exclue du processus de création. Oui. Ouais. En fait, sur un plateau, finalement, c'est toujours les hommes qui dirigent. Il n'y a pas que sur les plateaux. Non, mais c'est vrai. Et tu sais, en tant qu'actrice, en face d'un réalisateur, tu sais, Maria, en face d'un réalisateur qui pense à toi pour un rôle dont tu as lu le script, si tu commences à en parler, sans même te dire c'est mauvais ou c'est pas bien, mais juste émettre des jugements, c'est ressenti comme une agression par le réalisateur, qui se sent, qui a l'impression qu'on est en train de, je sais pas, de nier des choses ou qu'on est en train de dire que c'est de la merde, alors que c'est pas du tout ça dont il est question. Mais c'est finalement peut-être une réflexion qu'il accepterait très bien de sa femme, tu vois, ou de sa sœur qui ferait un autre métier, mais difficilement d'une comédienne, je crois. Mais sérieusement, tu penses qu'il l'accepterait vraiment de sa femme? Non, non. Mais peut-être déjà un peu plus. En tout cas, je pense que ce qui est le plus difficile pour lui à vivre, c'est que ça vienne de la part de la comédienne qui veut engager. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Milly, j'avais envie de te poser une question depuis longtemps. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as arrêté à un moment donné ton métier d'actrice? Je pensais que je voulais me marier, avoir des enfants. J'ai grandi avec ce fantasme. Ce fantasme était pour moi la chose nécessaire à faire. J'avais une idée de ce que ça serait, mais c'était pas comme ça. Tu sais, les clichés habituels. C'est pas réaliste d'être mariée. Oui, je veux dire, le fantasme d'être mariée, d'avoir des enfants, n'est pas un fantasme réaliste. Mais je pensais que ça se ferait tout seul, naturellement, que la vie était comme ça. Je ne pensais pas que le mariage, que de s'occuper de ma famille tout le temps, je le vivrais comme ça. C'était fantastique au départ, hein. Après c'était plus difficile. C'est moi qui ai choisi de me détacher de tout ça. Et c'est à ce moment-là que tu es redevenue actrice? Oui, un an et demi et je suis retournée au boulot. Et c'est drôle parce que tous les rôles que j'ai eus à ce moment-là, c'était des rôles d'épouse. J'ai joué tellement d'épouses cette année-là. C'est vrai, depuis que je suis à nouveau dans le métier, j'ai joué une épouse juive et acariâtre. J'ai joué une épouse pionnière qui accouche toute seule. Et oui, c'est ça. Non, et c'est pas fini, j'ai joué aussi une épouse encore acariâtre, hein, pour changer, du sud, je sais plus. Bon, j'ai joué l'épouse stérile d'un fermier, pour finir. C'est tout ce qu'il y avait comme rôle. C'est tout ce qu'il y avait, à part deux ou trois trucs mieux, mais qui sont réservés à 2 ou 3 grandes stars, tu vois. Si, j'ai joué un rôle l'année dernière. Le rôle d'une maîtresse psychopathe qui a été écrit pour moi par mon ex-mari. Je l'ai eu ce boulot au moment où on s'est quittés. Il a écrit ce script pour moi, un film d'horreur. Hein. Je jouais une femme qui tue les hommes et c'est mon mari qui l'a écrit. Mais tu vois, puisque tu parles des rôles, Milly, Ouais. moi j'ai joué que des rôles de schizophrène, de folle, lesbienne, meurtrière, que des choses comme ça. Que j'ai pas vraiment envie de faire maintenant. Je sais pas, j'aimerais bien faire des films plus légers. Mais qu'est-ce que tu entends par plus léger? Pas plus légers. Et tourner avec des hommes, si je tourne avec des hommes partenaires, au moins qu'ils soient de mon âge, tu vois, qu'ils soient plus... vrai, Nicholson, c'est mieux que Brando, mais c'est pas ça. Il a quoi, 40 ans, presque. Ouais. Et toi, tu en as combien? Moi, j'ai 23. Mais la plupart des
des femmes dans notre cinéma, en tout cas, sont accessoires à l'histoire. La plupart des histoires concernent les hommes et les femmes y participent peu, en fait. Tiens, l'autre jour, je parlais justement à mon amie Mehdi Norman. La connais, c'est formidable. Une actrice noire. Alors, pour elle, c'est encore plus dur. Et elle me disait qu'au début, elle n'arrivait qu'à jouer que des bonnes. Beaucoup de bonnes. Il n'y avait que ça. Ou alors des esclaves si on est très très noir. Mais Mehdi n'a pas le teint assez foncé. Et maintenant, elle joue les infirmières, les assistantes sociales, les femmes au foyer, ce genre de rôle, quoi. Oui, et puis il y a aussi la vague de ces films qui exploitent la vie des ghettos noirs. Justement, elle ne veut pas faire ça l'offense. Bah oui, moi je comprends que ça l'offense, là. C'est vrai. Moi, c'est toujours des rôles de prostituées ou d'alcooliques ou de femmes finies, de femmes abandonnées, de femmes vidées. Je n'ai fait encore cet été un rôle de prostituée. Puis j'étais en costume d'époque et à un moment donné, il fallait que j'aille nager dans la rivière. Puis je suis ressortie avec le vêtement collé sur moi. Puis il y avait le soleil qui se couchait. Puis ma réplique, il fallait que je la dise comme un petit bébé. Je voulais pas la faire comme ça. Je l'ai beaucoup améliorée, mais le réalisateur, il me disait « Mais t'es trop sérieuse, t'es trop sérieuse. » J'étais là, je suis pas sérieuse. Mais cette femme-là, elle a 35 ans. Elle va d'un homme à l'autre. Est-ce qu'elle se pose pas des questions? C'est vrai, qu'est-ce qu'elle fait? Comment qu'elle fait pour pas avoir d'enfants? Je veux dire, ça se passe en 1837, un truc comme ça, je pense. Et puis le réalisateur, il me dit, mais t'es folle, personne ne se soucie de ça. Mais je lui dis, si. Est-ce qu'elle a déjà eu des enfants? Enfin, comment qu'elle s'arrange? Qu'est-ce que c'est sa vie? Je le dirais pas, mais enfin, c'est important pour moi de le savoir. Non, le réalisateur, il me dit, et mon personnage, elle disait, les hommes, ils aiment ça. La phrase célèbre. Les hommes, ils aiment ça, les femmes cochonnes. Oh. La phrase célèbre de mon rôle, c'était ça. Puis j'étais tellement démoralisée, là. Après avoir fait des trucs comme ça, là, c'était épouvantable. Puis c'est constant. Et pourtant, c'est des gars bien, hein? Des gars de gauche, n'est-ce pas? Des metteurs en scène corrects. Moi, j'ai rien fait depuis longtemps qui me plaise vraiment. Et c'est très négatif, ça me rend furieuse et humiliée quand je pense à tout ce que j'ai fait, vraiment. Et puis je me sens écartée, je me sens exploitée, je me sens surtout réduite, petite. Ouais, mais qu'est-ce que tu entends par justement réduite? J'arrive pas à créer une distance, à mettre tout ça en perspective. Tu vois, je regrette de ne pas avoir un autre métier. Par exemple, ébéniste, quelque chose comme ça. Mais oui, vraiment un autre métier. Ne pas être obligé de dire qu'on a fait des choses qu'on n'avait pas envie de faire. Et aussi, on a l'impression d'escroquer les gens, puisqu'on n'aime pas ce qu'on fait. Et puis j'ai fait beaucoup de films que j'avais pas envie de faire. Je les ai faits par obligation, souvent pour l'argent. Qu'est-ce qui te gênait dans ces films? Eh bien, ces films n'avaient rien à voir avec des êtres humains. C'était plutôt des situations banalisées. Enfin, c'était vraiment du grand guignol. Et quand j'étais jeune, tous ces personnages extravagants, tous ces films d'horreur que j'ai tournés, et ensuite c'est devenu une sorte de culte, tu sais, avec des très très mauvaises vibrations. Il faut vraiment essayer de faire ce que tu veux. Ce qui peut te permettre de t'aimer toi-même. J'ai envie d'assommer les gens quand ils me disent « Oh, t'étais formidable dans ce film !» Si seulement je pouvais, si j'osais leur dire que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre à ma place. Ne me dis pas que tu m'aimes là-dedans. J'y étais même pas, c'est quelqu'un d'autre. Moi, à un moment, j'ai traversé une crise parce que je savais plus qui j'étais. Plus du tout. Mais tout le monde avait l'air de le savoir, puisqu'il pouvait me dire « Mais t'inquiète pas, tel personnage, c'est toi, c'est toi. » Mais qui j'étais moi, par contre, ça, si tu veux, il pouvait pas me le dire. Donc, et après, je voyais le film, et je me disais « Mais
Pas ça. C'était pas ça. Bon, et toi, Rose, qu'est-ce que tu penses des rôles qui sont dévolus aux femmes d'aujourd'hui? Dans le temps, dans l'ancien temps, dans les années 40, il y avait de bons films faits pour les femmes. Les femmes qui avaient d'ailleurs beaucoup de sex-appeal, elles étaient d'ailleurs un petit peu masculines. Et elles étaient mères d'une grande ville, directeurs de banque, elles faisaient de la politique. Mais à cette époque-là, il y avait la censure. Alors, c'était interdit, par exemple, de montrer un lit de 2 personnes avec une personne déshabillée. Et il fallait absolument qu'il y ait un des 2 acteurs qui ait un pied par terre et pas du tout, pas complètement sur le lit. Donc, dans la chambre à coucher, il n'y avait pas grand-chose à faire. On ne pouvait rien faire avec toutes ces règles. Mais alors, ce qui se passait, c'est que les rôles des femmes étaient en dehors de la chambre à coucher. C'est pour ça que les actrices avaient des rôles intéressants. Alors que, bon, maintenant, on est arrivé à un système complètement différent, étant donné que les hommes dirigent les films, hein, et ils les écrivent, ils les réalisent, et ce qui les amuse, c'est, enfin, dans le fantasme, c'est la femme dans la chambre à coucher. Voilà. Alors, plus de censure, bon, très bien. voilà le résultat. Les femmes sont entrées dans la chambre à coucher et elles y sont maintenant enfermées. Ah, c'est vrai. Ah, oui. Moi, je jouais des rôles plutôt idiots, je les aimais pas, mais je pense que les choses commencent à changer depuis quelques années et c'est grâce au mouvement des femmes. Et tu peux nous donner un exemple Ah, mais d'ailleurs, les scénaristes sont plutôt gênés d'utiliser les femmes d'une façon stéréotypée comme ils avaient l'habitude de le faire. Et comme exemple, oui, j'ai joué un rôle une fois. J'étais mariée avec un instituteur qui allait perdre son poste pour avoir soutenu le droit d'agir de 2 étudiants. Il prenait des positions idéalistes pour lesquelles il allait être envoyé d'ailleurs. Et moi, je me jetais à genoux en pleurant, en le suppliant de ne pas tout sacrifier, tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce qu'il avait fait, et qu'on allait perdre la voiture, la maison, le frigidaire. Et alors je me souviens, j'ai dit au metteur en scène, mais pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi on voit toujours des hommes qui sont prêts à tout faire pour leurs idées et les femmes se soucient du frigidaire. Moi, c'est pas vrai des femmes que je vois autour de moi. Oui, non. Et puis, quelques temps après, il m'a appelé un jour et il m'a dit qu'il tournait à New York et que cette fois, c'était différent. Cette fois-ci, la femme poussait son mari de l'avant, à lutter pour son idéal et au diable le frigidaire et la bagnole. On a bien fait de parler. Ouais, attends. J'ai lu le scénario et c'est vrai, elle avait un beau discours à la fin. Elle était non seulement pour ce qu'il faisait, mais elle voulait qu'il en fasse davantage et elle le poussait à convaincre les autorités, une sorte de tribunal, quelque chose comme ça, et que sa cause était juste. Alors, j'ai lu le script, je l'ai appelé et je lui ai dit « Ah, c'est formidable. Ça me plaît. J'aimerais beaucoup faire ça. » Il m'a dit, bon, le seul problème, c'est que la production ne paiera pas ton voyage à New York. Et même si tu as le cachet le plus élevé du film, ça ne paiera pas ton aller-retour, donc tu ne gagneras pas un sou. J'ai dit, je m'en fous. Ça vaut la peine, enfin, que la femme fasse un truc où elle a quelques principes, quoi, que le rôle soit intéressant. Alors, j'ai pris l'avion. Et pendant le voyage... ce discours génial, où la femme sauvait la situation, ce discours, il a été transféré de son texte à elle à son texte à lui. Oh, je vous jure, je suis arrivée sur le plateau, et c'est lui qui avait le texte. Alors, et moi, j'étais là, je l'écoutais, et je disais, bravo mon chéri, t'es formidable mon chéri. Si les femmes se mettaient à écrire, je crois que ça changerait beaucoup. Oui, tu as tout à fait raison. Parce que, je sais pas, moi je parlais avec Truffaut, j'ai parlé avec des gens comme ça, et qui disent, bon, on comprend. On comprend, mais les femmes finissent par nous faire peur. On finit par plus comprendre avec tous ces mouvements de femmes, enfin, on finit par ne plus savoir comment écrire pour elles. Alors, Truffaut est de mon avis, il m'a dit, il faut vraiment que les femmes se prennent en main. Il faut que ça vienne d'elles. Il faut qu'elles écrivent et qu'elles écrivent ce qu'elles sentent, qu'elles écrivent
ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles veulent obtenir, et il faut que ça vienne des femmes. Et lui, il part de ce principe-là, François, et je crois qu'ils sont quand même un certain nombre à penser ça. Enfin voilà, je veux dire que maintenant, je crois qu'il faut être auteur. Il faut enfin aussi se mettre à écrire. Moi, j'ai enseigné à l'université de Los Angeles, et uniquement pour les femmes, et sur la production. Et on avait des invités, c'était des femmes de tous les aspects de l'industrie du cinéma, scénaristes, assistantes à la mise en scène, actrices, femmes opérateurs. Et il y a 2 ou 3 ans, quand le mouvement des femmes s'est répandu dans la société américaine, elles se sont révoltées. Peu de femmes étaient admises dans les écoles de cinéma. Et une fois admises, elles étaient tolérées. On entendait ne soulevez pas ci, ne soulevez pas ça, et qu'est-ce que tu sais d'une caméra? Alors, c'était OK si elles écrivaient ou si elles jouaient, c'est tout. Alors, elles se sont révoltées. En tout cas, elles avaient besoin de s'identifier à des femmes qui, dans le métier, avaient fait autre chose qu'être actrices ou scénaristes. Alors, dans notre cours, on avait une femme qui faisait sa maîtrise à l'école des metteurs en scène qui nous a enseigné la mise en scène. Il y avait une femme opérateur, il y avait une monteuse, il y avait une directrice artistique, il y avait une scénariste. Et l'idée du cours, c'était d'aider les femmes plus jeunes à apprendre ce que c'est d'être dans le cinéma, à les encourager. Par exemple, avec ces femmes qui avaient lutté avant elles, celles qui avaient ouvert la voie, celles qui avaient été l'avant-garde. L'idée du cours, c'était vraiment de leur donner une idée de ce qui les attendait et de tous les coups en douce qui les attendent. Par exemple, il y avait Eleonore et Franck Perry qui ont écrit, produit et réalisé ensemble plusieurs films, dont David et Lisa, qui a été un film formidable. Ouais, bon, elle a tout écrit et lui l'a réalisé. Et puis, ils ont divorcé. Eh bien, pendant toutes ces années, elle avait été le talent, et lui, il avait ramassé la gloire. Et c'est devenu évident, quand ils se sont quittés, elle a continué à écrire, mais elle n'arrive pas à produire ses films. La tristesse immense de cette femme. Une femme de 50 ans, avec une réputation fantastique, mais parce qu'elle n'a plus son mari à mettre en avant comme caution, eh bien, on se débarrasse d'elle, comme de quelqu'un d'insignifiant. Et en attendant, je trouve ça intéressant, lui, il n'a rien fait d'extraordinaire. Depuis qu'ils se sont quittés, rien d'aussi bien que quand ils étaient ensemble. Ça fait réfléchir, hein. C'est pas étonnant. Elle s'est toujours mise en arrière-plan. Elle était bonne épouse, elle écrivait, elle discutait avec lui de la mise en scène qu'il allait faire. Elle élevait les enfants, faisant le double boulot que font les femmes quand elles ont un job. Et pendant que l'homme comptait les lauriers, elle travaillait toute la journée. Et puis le soir, elle faisait la cuisine. Ridicule. Ouais. Non, ça me donne envie de vous raconter l'histoire de ma mère. Elle a eu plusieurs attaques avant que mon père meure. Elle a un peu perdu la vue, la mémoire, et son corps a souffert. Après 6 enfants et sa condition de femme au foyer, elle était épuisée. Bon. Et puis, quand mon père est mort, mes sœurs et moi, je veux dire, on a eu une réaction horrible. On s'est dit qu'elle ne pourra pas vivre toute seule, qu'elle fait des choses étranges, elle va oublier d'éteindre le gaz, la maison va brûler. Enfin, on ne pouvait pas la laisser seule, elle était trop vieille. Alors ma sœur l'a prise chez elle pendant 6 mois, et puis elle m'a appelée en disant « J'en peux plus, maman est triste comme tout, elle veut sa maison en Floride. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas la mettre dans une maison de retraite, elle va déprimer. » Et vous avez fait quoi ? Eh bien, ma sœur a mis maman dans un avion pour la Floride. Elle ne savait pas si elle allait arriver, il n'y avait personne pour l'attendre. On ne savait même pas si elle allait descendre de l'avion. Eh bien, elle vit depuis 6 mois en Floride, toute seule. Et elle va beaucoup mieux là-dedans, là. Elle fonctionne, elle n'est pas malade. Elle ne doit rien à personne, elle a assez d'argent pour vivre sa vie, elle n'a jamais été si heureuse. Et puis elle nous laisse avec nos problèmes, elle ne s'en mêle plus, parce qu'elle fait ce qu'elle veut.
Parce que quelque part, elle a toujours voulu faire et je trouve qu'elle a de la veine de le vivre maintenant. Et puis, vous savez quoi ? Elle vit dans un complexe en Floride, dans un endroit horrible, avec des palmiers déprimants, enfin pas de fleurs et tout ça. Et un jour, le gérant nous a téléphoné pour nous dire « Votre mère est en train de peindre les palmiers en bleu. » Si, si. Et j'ai répondu « Et alors, où est le mal ?» Et il me répond « Les gens n'aiment pas ça. » J'ai appelé maman, puis elle m'a dit « J'en ai marre de ces choses là dehors, j'en ai marre de ces arbres tristes, de cette pelouse interdite. Chaque fois que je mets un pied, quelqu'un accourt en disant « Louise, pelouse interdite. » Alors j'ai décidé que je voulais mettre les palmiers en bleu. Et moi je me dis « Bah ouais, bien sûr, c'est logique. » J'aime ça qu'elle fasse ce qu'elle veut, tu vois. Si elle doit être renversée par une voiture ou si elle brûle sa maison... ce sera toujours mieux que de crever dans un asile. Ouais. Complètement. T'as raison. Bravo. Et puis maintenant, elle est libre. C'est ça, elle est libre. Ouais. Mais en fait, cette liberté, c'est pas ce qu'on recherche toutes en étant actrice. Ah oui. Bah oui, mais justement, toi, Rita, parle-nous un peu de ta carrière d'actrice indépendante. Et moi, je ne peux pas dire que ma carrière se déroule tellement au service de metteurs en scène qui me veulent pas, d'ailleurs. Non, la raison pour laquelle je me pose la question, si je suis une actrice, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les productions des autres. Et je me suis toujours, d'ailleurs, demandé mais comment on pouvait tellement intéresser d'avoir un nom, tu vois. Comment on peut même être connu par quelques personnes si simplement on se met à poil, tu vois. Non, mais c'est important de se poser la question. Bon. Mais pour moi qui fais du striptease, c'est autre chose. Pour moi, ça a été le sujet de faire toute une petite mise en scène, de m'associer dans mon fantasme aussi de ce que ça pouvait être que de se mettre nue, de danser comme les danseuses sacrées égyptiennes, tu vois. Chacun a un fantasme d'enfant, parce que quand j'ai commencé, j'étais... la première fois que je me suis mise nue devant un public, j'avais 15 ans, tu vois. Donc on a encore beaucoup de fantasmes d'enfants. Et ensuite, j'ai amélioré mes petites mises en scène. Hein. Je suis arrivée même à une expression qui était importante parce que chaque fois que je retournais dans un cours de diction ou pour apprendre le théâtre, qui était quand même mon but, je trouvais pas. Je trouvais pas ce que je cherchais. Je trouvais pas. Donc... j'étais contente de gagner ma vie et en même temps de faire ce que j'avais envie. J'étais autonome. Et non, c'était même un très bon temps pour moi. Parce qu'il suffisait que je fasse mon travail. Donc je faisais ma mise en scène, ma lumière, mes costumes. Et je rentrais en scène et ça se passait bien avec moi et le public. Et j'avais pas d'enquiquinement avec les intermédiaires. C'est-à-dire que je passais à la caisse, je prenais mon argent, le lendemain je revenais, je faisais ma prestation et c'était quand même assez agréable. Hein. Parce qu'ensuite, quand j'ai fait du théâtre, justement, il m'est apparu toute la complication intellectuelle qui fait que on ne veut pas seulement qu'une actrice soit quelqu'un qui s'efforce d'entrer dans le personnage, de bien jouer, dans la mesure de ses moyens, s'entend, d'exister au mieux. On veut, quelque part, être surtout celui qui fait jaillir la chose de quelqu'un, et qu'il n'a pas. Or, je n'avais pas grand-chose, mais ce que j'avais, je ne voulais pas qu'on me la prenne. Je le savais. Et de ce fait, ça a créé des complications psychologiques de toutes sortes. À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était le même jeu avec les metteurs en scène, les acteurs. Que ce qu'ils souhaitaient de moi, c'était toujours un jeu où on dit « Ah oui, oh, je suis idiote, apprenez-moi tout. » Moi, je crois, Rita, que ces hommes-là n'aiment pas les femmes.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand ils envisagent une femme dans un film, ils voient une femme jeune, une femme un peu bébête, ou alors un simple objet sexuel, comme disait Luce tout à l'heure. Je pense que si on aime vraiment les femmes, on ne va pas les cantonner uniquement dans ces images-là. Mais si on n'aime pas, je crois que c'est vrai pour d'ailleurs tous les groupes minoritaires ou les personnes opprimées, si tu en as peur, tu permettras jamais qu'ils soient tes égaux. Alors, je crois que ces hommes-là sont des hommes faibles, tu vois. Je crois qu'ils ont très peur qu'une femme pourrait être leur égale, ou mieux, plus forte qu'eux. Et alors, ils ne montreront jamais des femmes puissantes. Mais je crois qu'ils ne sont pas vraiment conscients de ça. Je crois, par exemple, que s'ils lisaient un scénario avec un rôle féminin puissant ou égalitaire, je crois qu'automatiquement, ça les déplairait. Ça leur déplairait. Mais sans qu'ils sachent pourquoi. Et ce script ne passerait pas. Et je crois que c'est arrivé à beaucoup de scripts, surtout ceux écrits par les femmes. Non, mais les hommes, ils sont généralement misogynes. Plier d'abord, plier pour qu'ils se sentent exister. Donc, plier l'autre pour se sentir exister soi. Mais pas éduquer, pas agrandir la conscience de l'autre. Plier l'autre pour soi se sentir plus grand. Voilà ce que je ressens. Et tu penses vraiment ça de certains hommes? Ah bah oui, oui. Certains. Moi, il m'arrive de monter des numéros pour d'autres filles, et chaque fois que je l'ai fait, les filles ont été extrêmement contentes. Ah, ça m'étonne pas du tout. Oui, et elles ont eu généralement beaucoup de succès. Non, mais on devrait plus travailler entre filles. Oui, mais à Hollywood, en France, au Québec, partout c'est pareil, ce sont surtout les hommes qui contrôlent le choix du matériel. Le matériel à exploiter, c'est nous. Et ces hommes au pouvoir sont un certain type d'hommes. Un type d'homme qui ne voit les femmes que comme des objets sexuels, ou alors l'inverse. Les femmes au foyer. Voilà, ce qui résulte. Et comme c'est eux qui prennent les décisions, c'est un cercle vicieux. On ne peut pas en sortir. Parce que c'est eux qui écrivent les scénarios, c'est eux qui les réalisent. Alors, forcément, c'est. Et puis, eux, ils pensent que c'est des scénarios vendables, réalisables. D'ailleurs, c'est vrai, ça fait beaucoup d'argent. Alors, ils ont raison. De toute façon, ici, c'est tout pour le fric. Alors. Ça pose d'énormes problèmes. C'est un vrai problème. Tu sais, Delphine, j'ai acquis un certain goût, pour la qualité dans le travail. Et alors ça, c'est bateau ce que je dis, mais enfin, il y a un petit rôle de femme pour 5 rôles d'hommes. Alors, si en plus, on n'est pas superstar, en tout cas, quelqu'un qui rapporte des devises, et encore en France, il y a qui? Il y a Romy Schneider, il y a Annie Girardot, et puis bon, enfin si, il y a peut-être Catherine, mais après, c'est tout. C'est tout. Donc, après tout ça, si en plus on est délicat, on se demande comment on finira dans ce métier, tu vois. On se demande même si on finira dans ce métier. Je sais pas ce que je vais faire, mais de toute façon, c'est certain qu'on ne deviendra ni plus grande ni plus forte en jouant des rôles de trous du cul. Mais c'est vrai, ces hosties de trous du cul qui écrivent, là, ont des tout petits esprits. Moi, je vais devoir jouer la petite bonne femme, là, pour pouvoir payer mon loyer. Ça n'a pas de sens. Ouais. Mais j'avais quand même envie d'aborder aussi avec vous l'âge des actrices. Parce que, par exemple, à 50 ans, quel rôle est-ce qu'une actrice peut prétendre encore jouer à cet âge-là? Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Rose, par exemple? Les gens ne sont pas attirés par des corps de femmes mûres. Alors, ils aiment vraiment les corps de 18 ans, des corps de jeunes filles. Et pourtant, là, mais Mastroianni est encore attirant à 50 ans. Un homme, il reste attirant toute sa vie. Pour toi, il reste attirant toute sa vie? Ben oui. Mais pas les femmes? Ben non. Enfin, pas pour moi. Moi, je suis l'exception, mais pour moi, les femmes sont belles à tous les âges. Mais pas pour les hommes. C'est dommage. Mais comment tu expliques ça? C'est la manière dont, je sais pas, la civilisation a évolué. Ce qui est jeune et beau, et c'est beau. Ce qui est jeune et ferme, c'est beau. Et ce qui est plus mûr, ce qui est plus intéressant,
qui est plein, qui a de l'expérience, eh ben, ils n'en veulent pas. Voilà. Mais pourquoi pas? Je sais pas. J'aimerais que ce soit autrement. Ça, je donnerais tout pour ça. Mais c'est que la vie, c'est comme ça. Pourquoi qu'est-ce qu'une vieille voiture, hein, pourquoi est-ce qu'on les rejette? Tu sais pourquoi, toi? Les vieilles voitures cabossées avec la peinture qui craque. Non, mais quand je t'écoute, ça veut dire que à un certain moment, tu penses qu'on est comme des vieilles voitures. Ah bah non, moi je le crois pas. Ah, mais eux, ils le croient. Oui, je crois. Mais eux, ils se prennent pas pour des vieilles voitures. De toute façon, si tu as l'air d'avoir plus de 35 ans, t'es cuite. C'est vrai, bah voilà. Ensuite, tu tombes dans une catégorie qui veut dire que le rôle est tout petit, ou qu'il n'arrive pas grand-chose à faire, et puis c'est des rôles ennuyeux. Sauf peut-être Bette Davis. Ah. Oui. Mais Bette Davis, elle joue toujours dans des films d'horreur. Mais pourquoi? Mais pourquoi elle joue que dans... Je pense qu'il la trouve horrible. Moi, je la trouve chouette. Mais on lui donne toujours des rôles, c'est bizarre. Bon, puis d'abord, il n'y a pas de beau rôle de femme que des personnages clichés. Il n'y a que le prénom qui change. Et qu'est-ce que tu dirais des hommes, acteurs, qui continuent à jouer à l'âge de 60 ans des rôles romantiques? Dans les rôles romantiques, je trouve ça comique. Pourquoi pas? Après tout, le cinéma n'est qu'un énorme fantasme masculin, n'est-ce pas? C'est logique qu'ils continuent, eux. Comment caser une femme de 40, ou de 50, ou de 60? Elle n'a pas de place dans le fantasme masculin, alors on l'élimine. C'est un show pour les hommes, par les hommes. Et alors, adieu Berthe. Et d'ailleurs, vous ne trouvez pas que dans les films, c'est toujours des histoires entre deux hommes? Maintenant, c'est tout le temps comme ça. Deux hommes à coquiner contre la terre entière et c'est très étrange. Il y a une homosexualité sous-jacente. Pour moi, c'est évident. Cette homosexualité voilée, les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est manifeste. Burr Cassidy et le Kid, dans le film, il y a une femme, mais il la partage, elle est à côté, elle est rien. Le rapport humain est toujours entre les deux hommes. Oui. Paul Newman et Robert Redford, Steve McQueen et Paul Newman, Robert Redford et Steve McQueen. C'est toujours deux. De l'eau Belmondo. Robert Redford, Dustin Hoffman. Curtis Moore. Ouais, Laurel et Hardy. Dans le passé, peut-être que les directeurs auraient voulu faire des films comme ça, mais ils auraient eu peur que tout le monde se dise deux hommes ensemble, alors c'est homosexuel. Mais maintenant, on peut le faire. Il n'y a pas la même peur d'être appelé homosexuel. Mais tu crois que John Wayne aimerait que tu dises qu'il fait du cinéma homosexuel? Non, jamais. Oh, John Wayne. Oui. Et est-ce que vous avez déjà joué des scènes chaleureuses avec d'autres femmes? Bah toi justement, Mallory, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu poses des questions fantastiques. Est-ce que j'ai joué des scènes chaleureuses avec d'autres femmes? D'abord, c'est rare qu'il y ait d'autres femmes dans le répertoire américain. La disproportion entre les rôles d'hommes et de femmes, c'est vraiment une blague. Non mais attends, laisse-moi réfléchir. Si. Avec une bonne amie à moi, on jouait des sœurs dans une pièce et c'était indiqué dans le script de la pièce que nous étions rivales. Notre caractère était décrit ainsi. Elle était la salope, la garce libertine, la femme et de sexe, la vampe, quoi. Et moi, j'étais la vierge de 26 ans, complètement frustrée, qui était toujours en train de se rouler par terre en se masturbant. On voit qu'elle avait carrément des crises d'hystérie tellement elle était frustrée sexuellement. Cette pièce est tellement misogyne et à sens unique, si peu imaginative. Mes partenaires sont toujours mes ennemis. Tu sais, cette chose entre femmes. Ouais. Deux sœurs. Le mot sœur pour les hommes, c'est un mot obscène. Et toi, Juliette, on t'attaque souvent sur le rapport. Oui, avec moi, ta le sœur. fait que je vive avec ma sœur, ça choque absolument la plupart des gens qui ne comprennent pas comment, à mon âge, je puisse vivre avec ma sœur, qui a un gosse, qui est mère célibataire, comme on dit maintenant. Et donc, comme je vis avec elle, les gens pensent que moi, je suis la comédienne, donc je paternalise ma sœur. Donc, je suis le père de la petite.
Mais pour les gens, c'est vraiment un problème très freudien, très malade, des rapports très malsains, quoi. Enfin, Alors que nous, on a des rapports absolument extraordinaires et que je compte bien entretenir le plus possible, si vous voulez. Ouais, moi je te comprends. Mais alors, ici, autour de la table, il n'y en a aucune de vous qui a joué un rôle amical avec une partenaire féminine. Oh, si, moi, dans Julia. Ah oui, raconte-nous ton expérience dans le film de Julia. Oui. Au début du tournage, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de différent, que je sentais différent dans ce film. Et j'ai réalisé que c'est la première fois que je tourne un film qui est basé sur le rapport entre deux femmes et un rapport qui est positif. Bon, à part dans Maison de poupée, mais où on jouait. Bon, tu étais là, Delphine. Et on avait un rapport d'amis, mais ce n'était pas le centre du film. Tandis que Julia, l'âme du film, c'est l'amour, c'est l'amitié profonde entre ces deux femmes. Mon personnage et celui de Julia, qui est joué par Vanessa Redgrave. Et dans les films, d'habitude, il s'agit de rapports entre hommes et femmes ou femmes contre femmes pour les hommes, pour l'amour des hommes, et, enfin, des choses comme ça. Mais cette fois, le rôle que je joue dans le film est une femme qui est intelligente, qui est une intellectuelle, qui est forte, et qui a beaucoup de rage. Et puis qu'on aime bien, et que son amie, Julia, aime bien. Et elle lui dit tout le temps, mais garde ta rage, parce que ça te rend courageuse. Moi, j'aime bien ton rage, ta rage. Et moi, je suis tellement contente de faire ça. Je me sens libérée de jouer ce genre de personnage, ce genre de rapport, tu vois? Alors oui, il y avait une scène où, c'est la première scène d'ailleurs que je tournais avec Vanessa. On avait 16 ans toutes les deux à ce moment-là dans le film. On faisait le camping à la campagne comme ça. Elle récitait des poèmes. Elle était tellement belle et tellement émouvante. Et dans la scène, je devais la regarder et puis lui dire « Julia, je t'aime. Je t'aime tellement ». Mais sans aucune équivoque, elle n'était pas lesbienne. Cela dit, je trouve que toutes les amitiés très très proches, enfin, que ce soit entre hommes et femmes, enfin, il y a souvent une attirance physique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Milly. Oui, bien sûr, mais là, c'était pas un rapport érotique. D'accord, oui. Tu vois, pas du tout. Mais c'était formidable de pouvoir dire à l'écran à une femme « Je t'aime, tu m'apportes tellement de force dans ma vie ». C'est une chose merveilleuse, ça. C'est rare, tu vois. Et on oublie que des femmes peuvent être transportées par des idées, que des femmes pensent, que les femmes aiment parler ensemble. Mais sur le plateau, il y avait une grande peur que je vais la toucher trop. Il y avait une scène. Je devais lui dire au revoir. Elle partait sur un bateau pour 2 ou 3 ans. Elle allait en Angleterre pour faire l'université. Et je lui disais au revoir. Et c'était une chose très triste pour moi, très émouvante de dire au revoir à mon amie Julia. Bon, on se disait... C'était écrit dans le scénario, qu'on s'est embrassés, puis je commençais à partir, et puis elle parlait un petit peu, et puis on se dit au revoir, mais j'avais besoin de l'embrasser, encore une fois, une deuxième fois. Et le metteur en scène, il ne voulait pas. Et moi, je savais, il ne voulait pas, parce qu'il avait peur que si je touchais trop, ça allait avoir l'air de rapport trop physique. Et un rapport de lesbienne, ce qui lui faisait très peur. Alors, il comptait les fois où je la touchais. Alors, le lendemain, dans les scènes avec mon partenaire masculin, je trouve que le metteur en scène arrange un peu les choses pour que je regarde mon partenaire avec l'air un peu amoureux, tu vois, un peu plus que nécessaire, quoi, que je dois le toucher aussi. Ce n'est pas grave du tout dans le contexte du film, mais ça m'a fait rire parce que je crois que ça montre que ces messieurs
sur le plateau en tout cas, des gens dans des positions importantes dans le film, étaient mal à l'aise avec le rapport entre les deux femmes. Et à cause de ça, ils voulaient enlever des choses toutes naturelles, quoi. Ils voulaient nous voler des réactions normales entre des femmes, parce qu'on se touche, quoi, si on s'aime. On marche main dans la main, on s'embrasse. Il n'y a rien d'équivoque. Mais comme on n'a pas l'habitude de voir ça à l'écran, les hommes avaient besoin de nous voler ça. Et ça se voit aussi à travers les journalistes. Oui, l'autre jour, je faisais une interview à la BBC en Angleterre. Et après l'entretien, le type, le journaliste, qui me dit « Bon, vous êtes en train de faire un film sur le rapport des lesbiennes, vous et Vanessa Redgrave ?» Non, mais j'étais sidérée. J'ai dit « Mais non, mais c'est incroyable, ça n'a rien à voir avec ça. » Je crois que vous avez tellement peu l'habitude de confronter l'amitié entre les femmes que vous avez besoin de chercher des rationalisations à ça. Vous plaquez des choses comme ça sur l'histoire qui n'ont rien à voir avec l'histoire. J'essaie de comprendre ça. Et je crois que dans nos pays, la France, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, dans des pays avec une culture, le contexte social, il est tellement aliénant, que les hommes aussi, ils sont très victimes des stéréotypes de ce que c'est d'être un homme. Et il faut être comme ci, et très fort, mais si un homme est sûr de lui, et sûr de lui-même, et sûr de ce qu'il est en tant qu'homme, il n'y a pas de problème si les femmes s'aiment d'aucune façon, que ce soit sexuel ou pas sexuel, et ça n'a pas d'importance. Mais comme il y a très peu de cas dans nos pays où les hommes s'épanouissent, sont bien dans leur peau, ils sont sûrs d'eux-mêmes, et qu'ils se sentent très menacés par des femmes qui sont très proches et surtout des femmes complexes, des femmes intelligentes, des femmes intellectuelles, intelligentes et fortes, quoi. Eh ben, il y a beaucoup d'hommes qui sont inhibés. Non, mais moi, j'ai une réputation de personne difficile, pas souple, avec une espèce d'aura sur la sexualité qui met mal à l'aise tous ces inhibés, évidemment, qui existent. Bon, c'est pas de leur faute, bon, c'est pas la mienne non plus. Et il paraît que je suis castratrice rien qu'à me voir. Et il paraît que hommes et femmes se sentent castrés devant moi. Ça semble inhérent à ma présence, à mon fluide. Est-ce que vous vous sentez castré? Non. Mais pour revenir à ton expérience, Jane, sur le tournage de Julia, tu as eu de la chance de vivre ça. Mais pourquoi, toi, tu n'as joué que des scènes d'hostilité avec d'autres femmes? Que ça. Exactement comme Mallory aussi. Dans un film, il y a une fille qui joue ma sœur, puis c'est écrit dans le script que c'est la haine entre elles. Et pourtant, la fille qui jouait ma sœur, c'était une grande amie à moi avant, pendant et après le tournage. Puis c'était fou pour elle d'être obligée de me dire « Petite conne, j'aimerais te faire crever !» Mais ça vient aussi des traditions. Les hommes travaillent ensemble, les femmes non. Parce qu'il y aurait tellement de compétition entre les femmes, tu comprends? Mais à propos de quoi? Tout simplement parce que ce sont des femmes. C'est à propos de leur talent. Je sais pas. Les femmes sont décrites comme des chats sauvages, là. On nous compare toujours à des félins, puis c'est encore un stéréotype. Il se trouve que j'ai 2 amies femmes qui sont dans le métier, qui sont Francine Berger et Annie Dupéré. Et j'avoue que c'est... Enfin, on a des rapports qui sont formidables. Et j'aimerais bien qu'un jour, on puisse les exploiter, qu'on puisse faire quelque chose. Et alors c'est vrai qu'on marche dans la rue, c'est vrai qu'on a des rapports d'amitié, c'est vrai qu'on a des gestes d'amitié. Je vois vraiment pas pourquoi. Mais vraiment, pourquoi est-ce qu'on se tirerait dans les pattes? Parce qu'on est comédienne? Je sais pas, parce qu'à un moment ou un autre, que ce soit avec Francine ou Annie, on peut être rivales. C'est complètement fou. Complètement fou. Et alors, on a des rapports de complicité, on a des rapports qui sont formidables. Et non, ça, il y a une chose... Enfin,
On n'a pas beaucoup, enfin je crois pas qu'on ait beaucoup montré ça dans le cinéma en France. Et j'y reviens, mais c'est effectivement une chose, je pense, qu'il faudrait qu'il soit écrite par des femmes, que ça vienne de l'intérieur. Mon mari, j'ai vécu une expérience comme ça sur le tournage de Céline et Julie. C'est un film vraiment de filles. Le réalisateur Jacques Rivette, qui est une fille en fait, à ce niveau-là, il a une sensibilité, qui n'a pas eu l'attitude d'un homme. Il nous a laissé absolument créer, écrire, improviser, tout faire. Alors on s'était dit qu'on allait jouer tous les rôles possibles de femmes, enfin ce qui peut avoir toute la gamme d'actrices au cinéma. Comment dire, toutes les deux avec ma partenaire Dominique Labourier. En même temps, on a choisi de jouer tous les rapports humains à nous deux. Et tous les rapports humains qu'on peut avoir, on est parti dans ce trip et c'est aller, je pense, très 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 loin. À tous les niveaux. Et je crois que c'est la force du film, c'est parce qu'on a contrôlé nos rapports et qu'ils sont sortis tels qu'ils étaient, tels qu'on les a créés, tels qu'on les a provoqués, tels qu'ils sont devenus malgré nous et par nous en même temps. Moi, j'aurais adoré faire un film comme Céline et Julie vont en bateau. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça. Moi, je veux m'assumer. Je veux assumer ma carrière. Des fois, j'ai envie de jouer une sorte de personnage, une sorte de bonne femme, une sorte de truc qui m'arrive ou qui arrive à d'autres. J'ai envie de faire ça. Je vais les écrire. Je vais les faire écrire par d'autres femmes. Je vais m'arranger toute seule. Je vais m'arranger moi-même. Voilà. C'est tout. Mais Mallory a raison, hein, vous avez raison. Il faut prendre les choses en main. J'ai pu réaliser un film à l'Institut, mais je l'ai seulement fait parce qu'on m'a invitée. Je me suis dit, pourquoi pas. Et une fois sur le plateau, une fois dedans, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. C'est fantastique. Comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant? Je suis folle ou quoi? J'ai parlé avec les autres femmes de l'Institut et elles avaient toutes la même impression. On a découvert que nous, ça ne nous était jamais venu à l'esprit qu'on puisse être metteur en scène. On n'était pas conditionnés pour ça. Est-ce que c'est vrai, une fille ne dit pas « je vais être metteur en scène quand je serai grande ». Elle dit « je vais être actrice, je vais être hôtesse de l'air, couturière ». Mais elle ne dit pas « je vais être metteur en scène ». On n'est pas programmé pour ça. Comment ça se fait que j'ai jamais osé faire ça avant? C'est le meilleur métier qui soit. Alors maintenant, on est nombreuses à faire aussi de la mise en scène. J'ai envie de leur parler à ces hommes. Ah, bien, ouais. Ils m'écoutent, mais ça m'arrive jamais, presque jamais. Ils ne s'intéressent pas à cette femme qui est moi. C'est les femmes qui m'apportent des choses nouvelles, vraiment, vraiment. Très bien. Oui, mais dans l'industrie du film, c'est un rythme masculin. Tu sais, debout à 6 heures, coucher à minuit, 3 services, travailler avec une équipe d'hommes, c'est dur. C'est très dur physiquement. Je crois que il y en a peu qui... On serait épuisé en tant que femme. Non, mais par contre, en ce qui concerne le côté créatif, les problèmes de place, de mouvement, de tout ce qui concerne le montage, la mise en scène, quoi. Là, je crois qu'on serait formidable. Enfin, toutes celles qui s'y mettraient vraiment. On obtiendrait un style différent. On verrait l'esprit des femmes aussi universel que celui des hommes. Mais c'est dans un autre style, un autre traitement. Quand je vous entends toutes, je me dis que les hommes, ces hommes-là, dans notre métier, ils n'ont aucune idée des femmes, aucune idée de la vie, aucune idée de l'amour, aucune idée de l'essentiel de la vie. Donc, ils ne se posent pas toutes ces questions que Delphine vient de nous poser. Jamais. Ils sont conditionnés par les choses du passé. Mais c'est les hommes qui ont écrit le passé. Qu'est-ce qu'on sait vraiment des femmes de Grèce ou de Rome?
Tout ce que nous savons, c'est ce que les historiens ont écrit, et tous les historiens sont des hommes, absolument tous. Tout ce que nous savons, c'est un point de vue masculin sur les femmes à travers l'histoire. Ça nous conditionne exactement comme on a été conditionné de ne pas penser à être metteur en scène, par exemple. Notre ordinateur, là, notre mécanisme n'a pas cette information. Pour les femmes, beaucoup de choses ont été limitées parce que tout ce que nous savons, c'est ce qui a été décrété par les hommes. Et c'est justement cet être-là, limité, qui n'a que cette information et qui essaie d'éclater, de se reprogrammer. Et bien sûr, ce qui est fantastique, c'est que nous sommes des ordinateurs vivants et pas électroniques. Et donc, nous avons cette capacité que n'ont pas les machines. Nous pouvons nous reprogrammer. C'est pas facile. Mais il nous est possible de surprendre notre propre mécanisme de travail et de nous dire, tiens, voilà, je viens de tomber là-dedans. Puisque c'est comme ça que ça marche, eh bien, maintenant, je vais essayer de changer ça. C'est très difficile, mais en fait, c'est une des choses qu'on apprend, les actrices, dans le processus de l'acteur. On commence à voir notre propre instrument, comment il fonctionne. On commence à le surprendre, à faire des petits trucs inutilisables dans le théâtre. C'est pour ça que ça, le théâtre de la vie ou le théâtre. Hein. Alors on voudrait commencer à le transformer un tout petit peu, le développer même un petit peu. Et quand on apprend à faire ça sur scène, eh bien, après on peut le faire dans sa vie. Hein. On devrait toutes faire ça en tant qu'être humain de sexe féminin. On est maintenant à ce moment merveilleux où on se dit, nous allons changer notre programmation. Et on y participe toutes. Hein. Je pense que c'est le moment le plus extraordinaire dans l'histoire de la planète, être une femme en ce moment. J'aimerais pas être un homme actuellement parce que la vitalité, maintenant, elle est passée en nous. Elle était de leur côté pendant très longtemps et maintenant, c'est nous qui l'attrapons. Et j'espère vraiment que nous pourrons grandir avec les moyens que nous avons appris. C'est vrai, nous avons le don de soigner, de se préoccuper, de nourrir, de se soucier. Et maintenant, c'est notre planète elle-même dont il faut se soucier, soigner, nourrir. Et je ne pense pas que cette attention puisse venir des hommes, qui, eux, nous ont emmenés là où nous sommes, c'est-à-dire la technologie, aller sur la Lune, même explorer les autres systèmes solaires ou autres. Non, à cet instant même, c'est la planète Terre qu'il faut sauver. Et tout naturellement, le moment est venu pour les femmes de devenir elles-mêmes. Et ce n'est pas tellement seulement les femmes. C'est toute l'impulsion de protéger, de soigner. Ce principe que nous cachons tous en nous et qui veut la survie. Il est temps que ce principe voie le jour et triomphe du reste. Mais je crois que c'est important pour nous, en tant qu'actrices, parce que ce qui se passe dans les films, ce petit début de changement, il faut que ça soit le reflet de ce qui se passe pour la planète. Parce que sinon, il n'y aura plus de planète. Léa Lapiower, si tu avais été un homme, est-ce que tu aurais été acteur ? Moi, je pense que oui. Je suis sûre que oui. C'est curieux, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être capable de situer presque pourquoi est-ce que je suis devenue actrice, enfin, même le point de formation de ce désir-là. Et donc, je peux aller jusqu'à projeter, étant garçon, ça aurait été exactement la même chose. J'aurais été portée par le même désir. Je pense que pour les femmes du documentaire qu'on a vu il y a
le métier d'actrice, c'était peut-être l'endroit où pouvait s'exercer une certaine forme de liberté, d'indépendance qu'elle n'arrivait pas à exercer, qu'elle n'aurait pas pu exercer autrement dans leur vie, dans leurs conditions de femme, peut-être. Et que moi, j'ai pas l'impression d'être aux prises avec ces mêmes difficultés-là du tout. Et je fais de la mise en scène et je fais de l'écriture et j'ai l'impression que j'aurais été exactement la même, avec un pénis en plus, mais j'aurais été la même quand même, le même. Mais je pense même qu'en tant qu'acteur, j'aurais été mieux lotie, que j'aurais eu plus confiance en moi en tant qu'acteur, je pense. Si je repense à comment c'était quand on était au conservatoire, c'est toujours les femmes qui doutaient et c'est toujours les mecs qui avaient des discours genre on n'a pas besoin de répéter, de toute façon c'est que de l'impro, on y va comme ça, ce truc-là de on y va comme ça. Et je dis pas, alors évidemment c'est pas, il y a plein d'exceptions et il y a des femmes qui doutent pas, etc. Mais si je dresse un portrait un peu général, je me rends compte de ça. Beaucoup plus de femmes qui doutent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si ça tient à ce qu'on leur raconte, je ne sais pas si ça tient à l'image qu'on leur renvoie. Et je n'ai pas les éléments pour analyser exactement, mais j'ai l'impression que ce doute est encore plus au cœur de la femme artiste, je crois. Donc oui, j'aurais sûrement été acteur, j'aurais peut-être été... je ne sais pas si j'aurais été un bon acteur ou pas, mais en tout cas... ouais, j'aurais eu plus confiance, peut-être, je crois. Anna Servinka, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir des amies actrices? Ah oui, c'est possible d'avoir des amies actrices. La preuve, c'est que même autour de ces tables, j'ai des amis. Enfin, je crois. Je rigole. Non, mais que j'ai vraiment créé des amitiés avec des actrices. Et ce qui est assez beau, de pouvoir parler de plein d'autres choses, de la vie, de savoir quelle vie elles ont en dehors de ça, et de pouvoir parler de son métier avec une autre actrice, de façon libre, avec nos angoisses, nos plaisirs, sans tabou, et c'est très enrichissant. C'est d'ailleurs très agréable, c'est pas toujours le cas, mais de jouer avec une amie, j'en fais l'expérience rarement, mais c'est des grands moments de complicité, et de voir, on se sent toujours... rattraper s'il y a un problème, parce qu'il y a un regard aimant. On s'aime, en fait. Il y a un regard... on aime l'autre, donc on se tient, et puis on connaît l'autre. Donc il y a l'humour, il y a tout, ça va plus vite, c'est plus... Et moi, si je joue avec quelqu'un et je sens dans son regard qu'il est là et qu'il m'aime, et on se sent capable de tout, en fait. Et puis, par rapport à la relation entre les femmes dans le métier, dans ce métier, et même en général, je trouve qu'actuellement, avoir de la solidarité entre femmes, s'élever, comme disait dans un autre contexte, Rita, elle dit, comme l'autre, le metteur en scène, où l'homme va plier une personne pour pouvoir, lui, se sentir plus fort. Mais je crois que maintenant, il faut élever l'autre. Il faut que les femmes soient solidaires, s'aiment, se fassent grandir et se donnent de la force pour être plus forte, plus grande, plus voilà, il faut s'aimer. Mais les êtres humains doivent s'aimer. Voilà, et surtout dans ce métier, je trouve, on travaille l'humain. Il faut de plus en plus aller à la rencontre de quelqu'un et enlever les préjugés et être à la rencontre de la différence pour voir beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Voilà. Élise Lomot, pour toi aujourd'hui, quelle image les rôles renvoient-ils des femmes? Je pense que ça a quand même évolué, mais je trouve qu'il y a quand même encore une image assez étriquée. Enfin, les possibles ne sont pas encore complètement explorés pour les femmes.
On voit quand même encore beaucoup de femmes qui sont des suiveuses ou qui aident un homme ou qui, je sais pas, un peu ou la mère, enfin le côté la maman ou la putain, on le voit encore beaucoup, je trouve un peu transformé, de façon moins évidente, mais je trouve qu'on le retrouve encore aujourd'hui. Après, il y a des films, c'est vrai, ça évolue quand même, et puis il y a des films où on voit des grandes figures de femmes voilà, qui ont existé, on raconte leur histoire, et je pense que c'est important. Après, je pense que c'est ce qui se fait pas trop et qui serait vraiment important de faire, plus qu'encore que ces films-là, ce serait des films sur des femmes dans leur quotidien, de montrer par les détails, en fait, les détails invisibles, de montrer comment elles se font, comment elles se font oppresser, comment elles sont enfermées en fait par certains hommes, par aussi certaines femmes aussi qui rentrent dans ce jeu-là aussi. C'est très compliqué et on s'en rend même pas forcément compte. Mais voilà, moi j'aimerais voir des films avec des vies de femmes de tous les âges, avec ces petits détails pour qu'on puisse les analyser. Parce que aujourd'hui, maintenant, on sait, on a des discours, etc. Mais concrètement, comment ça se passe concrètement sur des petites choses, en entreprise, partout en fait, dans les rapports de couple, etc. Et il y avait une autre chose que je voulais dire, c'est sur les rôles. Oui, voilà. Il y a certains rôles qu'on voit jamais. Par exemple, je sais pas, moi, ça me plairait de jouer, je sais pas, de jouer la vie d'une bouchère, de jouer la vie de, je sais pas, d'une politique. Enfin, voilà, des femmes en action, des femmes avec des possibles. Voilà. Les hommes ont plus de possibles, encore aujourd'hui. Voilà. Et juste, je dis un mini truc, après j'arrête, mais je suis très d'accord sur le fait que les femmes doutent beaucoup plus. Et c'est incroyable de voir ça. Je pense que même sur le temps de parole en répétition, ça serait intéressant de voir les différences entre hommes et femmes. Voilà. Il faut qu'on se sente légitime, plus. Voilà. Clémentine Billy, aujourd'hui, quels sont les rôles dévolus aux femmes, à ton avis ? Je pense que déjà, par exemple, quand on joue des classiques aujourd'hui, peut y avoir quelque chose qui est pas forcément au juste endroit où nous on se situe ou comme on se sent. Mais en revanche, je crois que c'est vraiment possible d'arriver avec un autre éclairage sur le rôle, enfin de pas le, je sais pas, il y a des didascalies, des descriptions, il y a des imaginaires, beaucoup de projections, et que nous en fait on a le pouvoir de dire mais non, là si elle dit ça, moi je pense que c'est parce qu'elle est dotée de ça, et qu'elle pense ça, et je pense que l'intérêt parfois, enfin l'intérêt aussi de monter des classiques, c'est de l'actualiser et que nous on peut toujours apporter un nouvel éclairage, un nouveau regard, autant pour nous-mêmes. Et aller plus loin. Aller plus loin, et autant aux yeux du metteur en scène aussi. Donc je pense qu'il y a toujours des choses... Enfin, en fait, si c'est pas possible, ce sera quand même possible. Enfin, s'il n'y a pas s'il n'y a pas une matière qui nous semble juste, je trouve qu'on peut toujours la renverser. Enfin, je pense que c'est notre travail de nous efforcer à toujours la bousculer et mettre la complexité et la densité d'une femme, d'un humain qui a à l'intérieur. Et voilà, enfin, je ne sais pas ce que sont les rôles, mais je sais qu'on peut toujours travailler à ce qui nous plaise et à être bien dedans et à ce qui représente l'humanité. Claude Mathieu, et si toi tu avais été un homme, est-ce que tu aurais été un acteur ? Je crois. Je crois parce que j'ai aimé jouer assez jeune à l'école et comme j'étais dans une école de filles, je faisais déjà les rôles de garçons parce que je les trouvais plus intéressants. Et donc ce métier m'aurait plu même en tant qu'homme. Et puis en fait,
Je crois que j'ai fait du théâtre moins pour les rôles ou pour une féminité ou pour affirmer quelque chose. Je l'ai fait par survie. J'aimais cette vie me plaisait. C'était la vie théâtre, la vie de troupe, la vie de groupe, la vie d'échange, la famille dont je parle d'ailleurs, dont mon personnage parle, la famille qui s'aime. Et je me suis retrouvée dans une troupe, j'ai créé une troupe, avec des amis. Et je me suis retrouvée à la troupe de la Comédie Française. C'est cette vie-là, c'est d'abord une vie, c'est un échange, c'est une ouverture, c'est une culture, c'est une intelligence. Et puis ce rapport homme-femme dont on a pu parler. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'hommes formidables, beaucoup d'hommes qui m'ont fait avancer comme femme, même moi, avec ce que j'avais reçu d'éducation, en plus religieuse, etc. Et puis les autres, moi, 68 était passé, ça nous faisait rigoler. Et franchement, les filles, on était très solidaires et on prenait la vie à pleines dents et on s'encombrait pas des stéréotypes. On essayait de shooter dedans, quoi. Voilà. Chloé Ploton, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont bougé dans l'image des actrices depuis la réalisation de ce documentaire? Ouais. Non, mais si, quand même. Il y a eu plein de combats et du coup, je pense qu'il y a des choses qui ont bougé. Enfin, on peut pas le nier. Mais après, j'ai plus l'impression que c'est aussi toute la société, l'époque, etc. Mais qu'en tant que femme et dans notre métier, les choses peuvent rester les mêmes si nous, en tant qu'individus, en fait, on les bouge pas. J'ai l'impression que ça sert à rien d'attendre que la société nous ouvre grand les portes et change tout d'un coup avec des super lois que tout le monde va respecter, parce que déjà, tout le monde ne respecte pas, les lois. Puis en plus, du coup, ouais, non, en fait, je sais pas. Si on se laisse faire, quoi, si on dit pas non ou stop à des pratiques, j'ai l'impression qu'il y aura toujours une faille pour qu'on puisse s'y engouffrer, que c'est un peu humain, quoi. Et donc c'est à nous de faire avancer les choses et de s'écouter. Et que c'est pas qu'aux femmes aussi à le faire, mais que c'est qu'ensemble, avec les hommes. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que... si on se sent oppressé, je trouve que c'est super dur, par exemple, de dire à un metteur en scène là, je me sens mal par rapport à ce que tu me dis, ou ça me gêne, etc. Alors que s'il y a des témoins qui sont là, je pense que c'est plus simple aussi, dans cette posture de témoin, de faire remarquer à l'autre qu'il a dépassé les bornes, ou etc. Parce que quand tu le vis, toi, tu te sens pas forcément légitime, etc. Tu doutes, ou je sais pas. Donc c'est un truc collectif, quoi, de conscience, je sais pas. Voilà. Clotilde Vézère, est-ce que tu penses qu'il y a des choses aujourd'hui qui doivent encore changer? Oh là là, oui, bien sûr, ça doit changer. Surtout quand on voit ce documentaire, on est un peu effrayé parce que on voit beaucoup de choses, des vérités qui n'ont absolument pas bougé. Alors il y a certaines choses qui ont changé, évidemment. Heureusement, il y a un petit travail qui a été fait, mais la route est longue. Et on se rend compte, et moi ce qui m'effraie un peu, c'est... ce documentaire m'a un peu intéressée, donc j'ai un petit peu regardé la situation actuellement et c'est vrai que j'étais un peu effrayée de voir que, par exemple, le nombre de films avec des réalisatrices diminuait, alors qu'il avait augmenté à un certain moment et il rediminuait. Et alors, effectivement, on se dit, dans ces cas-là, les femmes ont parlé, elles ont agi, elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, mais il y a un moment où on se dit, ça suffit pas. Ça ne suffit pas que les femmes prennent conscience des choses. Il faut aussi que les hommes changent. Et il faut aussi que les postes de pouvoir changent. Parce que c'est très beau de dire, on commence par ça, on va faire des écoles de cinéma ou de théâtre, on va faire 50-50. C'est-à-dire que la moitié seront des hommes, la moitié seront des femmes. Mais si après, dans le métier, ça n'est pas le cas, pourquoi? C'est parce qu'il y a des postes clés qui sont tenus par les hommes et que c'est eux qui décident pour certaines choses. Il y a une chose qui m'a frappée quand j'étais plus jeune, il y a 20-25 ans, quelque chose comme ça. J'étais enceinte de je ne sais plus quel enfant. Et on m'avait proposé de siéger au CNC.
donc, qui distribue des aides pour le cinéma. Et donc, j'étais très contente de participer à ça. Et je me suis retrouvée siégeant au CNC, et on était 2 femmes. 2. Et moi, j'étais une jeune actrice, donc j'avais pas un poids. Et là, je me suis sentie une mission. Je me suis dit, mais il faut que je parle. Je suis très timide, mais je me suis dit, mais il faut que j'agisse, parce que je suis presque la seule voix féminine, avec peut-être une autre réalisatrice de temps en temps, mais très peu, quoi. Il y avait au moins 15-20 hommes autour de moi. Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Et ça, du coup, ça m'a un petit peu remuée. Et je pense qu'il faut absolument... Alors, les choses extrémistes m'énervent dans le féminisme. Je ne suis pas pour une espèce de parité complètement, mais quand même un minimum, parce que sinon c'est catastrophique, ça ne bouge pas. Et avec toute la bonne volonté du monde, toutes les femmes qui ont envie que ça change, ça ne bougera pas tant que les postes clés, tant que le pouvoir est aux hommes. Et voilà, j'espère que ça bouge. Et je pense que ça bouge parce que j'ai vu récemment justement que le CNC, que les écoles, que tout ça, le ministère demande à ce qu'il y ait de la parité. Et il y a un moment où on est obligé de faire ça parce que sinon ça ne bouge pas. Même dans les concours, tout. Voilà. Rebecca Marder, est-ce que tu aimes travailler avec des partenaires féminines? Oui. Beaucoup. C'est vrai, j'ai adoré ce projet. Merci à toi, Françoise. Et oui, bien sûr, j'aime beaucoup travailler avec des partenaires féminines, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Cet été, j'ai eu la chance de vivre une expérience incroyable et merveilleuse. J'ai tourné dans un film réalisé par une actrice qui a eu la générosité d'offrir à une autre actrice des choses à jouer folle. C'était un des plus beaux rôles qu'on m'ait offert. Et c'est vrai que c'était un rapport très particulier parce que je vivais avec elle une fusion. Enfin, c'était presque un coup de foudre amoureux, mais que je n'aurais pas pu vivre avec un homme. On était en fusion, on pouvait rire, pleurer. Elle me disait un mot, une indication de jeu et je la comprenais. Et je pense que j'aurais très bien compris une indication donnée par un homme, mais il y avait quelque chose d'une générosité et d'un partage assez unique, quoi. Et puis j'aime travailler avec les actrices parce que je crois qu'aujourd'hui, justement, les choses sont vraiment en train de changer et qu'il y a une parole aussi qui se libère. On arrive à se parler, à se conseiller et justement à faire avancer les choses aussi sur une part d'acteur-créateur. C'est-à-dire qu'on se trouve des libertés et qu'on réussit à partager. Donc oui, que ce soit avec des femmes actrices ou réalisatrices, je trouve que c'est un vrai bonheur pour moi de travailler avec des femmes parce qu'on se comprend. Mais il y a des hommes qui ont aussi une part de féminité qui est très agréable. Enfin, j'aime aussi la part féminine. Ils osent exprimer plus maintenant. Oui, aussi. Donc ça peut être très agréable aussi de travailler avec des hommes qui ont cette sensibilité-là. Et d'ailleurs, chez les acteurs, il y a beaucoup de garçons très sensibles parce que je pense que c'est aussi un métier qui amène à parler de l'humain et de son humanité. Donc oui. Mais c'est vrai que moi, je me suis trouvé beaucoup d'amis filles et dans le travail, je n'ai pas d'envie. C'est-à-dire qu'en amour, je peux avoir mon cœur qui déchire ma peau de jalousie ou des trucs, ça peut arriver. Dans le travail, jamais. C'est-à-dire que quand je n'ai pas un casting ou quand j'ai pas un rôle ici à la Comédie Française, qu'une audition est faite, tout ça, j'oublie complètement. Je passe l'audition et je me mets à oublier. Parce que, enfin, si je l'ai pas, parce que j'ai un plaisir de spectatrice qui est plus grand que mon plaisir d'actrice, bizarrement. Donc je me sens pas du tout en rivalité ou je me sens pas d'envie. Pour mes copines, mes collègues. Ouais, donc c'est agréable. Oui. Claire de la rue du Camp, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui doivent encore être améliorées aujourd'hui en tant que femme dans ce métier? Depuis le documentaire? Oui. Oui. Oui, il y a des choses qui n'ont pas changé et il y a des choses qui ont énormément changé. Donc c'est aussi bien. Oui, je sais pas, il y a plein de choses. Sur l'image, je posais la question tout à l'heure sur l'image des actrices. Je pense que ça, c'est une des réponses la plus
la plus flagrante pour moi, c'est que l'image des actrices à l'époque du documentaire et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est à peu près la même. J'ai l'impression qu'on attend la même chose de ce que représente une actrice, qu'on dissocie pas ce qu'elle représente de son talent, alors que j'ai l'impression que chez les acteurs, c'est plus dissocié. Je sais pas. J'ai l'impression de devoir, en tant qu'actrice, représenter aussi quelque chose en tant que femme, mais peut-être très personnel, hein, mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui change pas. Enfin, je me dis, à l'époque, quand je regarde le documentaire, je les connaissais pas toutes, je en connaissais même assez peu, mais je vois quand même des icônes. Je dis, c'est quand même, c'est des actrices, quoi. Et je pense aujourd'hui, pareil, des actrices. Je me dis, oui, ça... Même je vois dans le cinéma, quand on engage une actrice, c'est pour ce qu'elle représente aussi beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout posé de la même manière pour un homme, que je sais pas, c'est beaucoup plus ouvert. Et que en tant que femme, je pense dans les années 70, 80, et encore aujourd'hui, à l'époque, on s'est défait de carcan et on s'est peut-être enfermé dans d'autres aujourd'hui. Et qu'il y a toujours une simplification, de la féminité ou la douce ou la rebelle ou encore du stéréotype. Oui, des stéréotypes. Alors il y a vachement, on travaille beaucoup dessus. On le dit maintenant, les femmes écrivent, du coup ça change. Et ça change tout, que les femmes écrivent pour elles. Et comme on est très alerte en plus à ce que représentent les femmes, mais parfois ça referme dans d'autres... ils sont nouveaux, quoi. C'est des stéréotypes qui se déplacent. Et j'ai l'impression qu'il y a un malaise avec ce qui est ambigu. Et que voilà, on reste encore enfermé dans des images, et peut-être presque encore plus aujourd'hui, parce que, attention, c'est un rôle féminin, qu'est-ce qu'il va raconter, est-ce que ça va être féministe, du coup, on est très, très, très attentif à ça, et c'est de nouveaux pièges. Donc ça a changé, mais ça crée de nouveaux pièges. Mais après, oui, il y a des choses qui sont... Car on peut parler, on peut faire ses projets, on peut... Non, il y a énormément de choses qui ont changé. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent rester plus ouvertes. On a beaucoup de liberté à gagner, je pense. Voilà. Alors, Pauline Clément, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir des amies actrices? Oui. Déjà, je sais pas, dans ma vie personnelle, moi j'ai fait du théâtre à 14 ans en amateur, puis après, à 18 ans, j'ai fait une école de théâtre. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve à avoir les 3/4 de mes amis, c'est des actrices. Et il me reste quelques amis d'enfance, mais je rencontre pas tellement d'autres nouvelles personnes. Et toutes mes amies, finalement, sont actrices. Et en plus... quand on joue avec quelqu'un, c'est quand même une aventure. Donc du coup, il y a un lien qui nous lie. Et c'est parce qu'on vit des choses ensemble qu'on devient amis. Et aussi, on se soutient beaucoup à jouer entre filles pour dire, voilà, j'ai ce problème-là, je ne sais pas comment faire. On a une écoute assez différente et on peut beaucoup se confier. Et c'est souvent à des copines que je dis, voilà, je ne sais pas, je me répète, je n'arrive pas à dire ce que je pense. Et c'est elles qui vont me dire, bah, dis-le, vas-y. Et c'est aussi grâce à ces amitiés-là qu'on peut aller de l'avant. Après, on dit souvent, oui, est-ce qu'il y aurait de la concurrence, est-ce que tout ça... Et c'est sûr que, quelque part, il y a un problème parce que quand j'étais en école de théâtre, dans mon cours, il y avait 3/4 de filles, 1/4 de garçons. Et après, j'ai passé des concours d'école de théâtre et tout d'un coup, on était moitié filles, moitié garçons au résultat. Donc, on était beaucoup plus de filles à la base. Et il y a beaucoup plus de filles à la base qui veulent faire du théâtre. Et à l'arrivée, il y en a moins. Et tout d'un coup, on se retrouve dans une pièce où tu n'as que des rôles de garçons. Donc, effectivement, la concurrence est créée par cette situation. Ce n'est pas tellement les filles qui sont comme on disait dans le texte, des chats félins. C'est qu'il n'y a pas de place pour nous toutes, donc il y a un problème. Et des fois aussi, il n'y a tellement pas de place que moins il y a de place, par exemple, on me dit j'ai envie de faire un personnage, ce serait une fille qui ferait des imitations. Et on va me dire, fais gaffe, il y a déjà une fille qui fait des imitations. Et nous, on va dire, oui, mais c'est bizarre, je peux aussi en faire. Non, en fait, il y a pas assez de place. Donc pour moi, c'est ça le problème. Du coup, c'est bien que maintenant, il y a des choses qui bougent et qu'il y a des projets. Et tout d'un coup, on dit, on va réunir des filles, il n'y a pas assez de place, on va trouver un documentaire où il y avait des filles qui parlaient, on va les réunir et ça va faire un projet. Et on va prendre une pièce où il y avait des hommes et des femmes, et ça va être des femmes, puis on va créer des nouvelles choses. Du coup, on se sort de cette situation grâce à ça. Mais les amies actrices, c'est très chouette.
Daniel Lebrun, si tu avais été un homme, est-ce que tu aurais été acteur? Écoute, j'ai toujours voulu être un homme de toute façon. Quand j'avais 15 ans, même à 3-4 ans, j'ai toujours compris que les hommes, c'était beaucoup mieux. Et donc je voulais avoir des piqûres pour être un homme. Enfin, ma mère était folle. Et puis, quand je suis devenue comédienne, comme ça a marché assez vite, je ne sais pas dire que je me suis vengée, mais quand on a des grands premiers rôles, on est bien content d'être une femme quand on les joue. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à tirer de ce problème masculin-féminin. Mais c'est vrai que c'était un problème pour moi, un très gros problème. Je pense que si j'avais été un homme, j'aurais sans doute été acteur à condition d'avoir le talent. C'est-à-dire que, tu sais, au bout de 2-3 ans de métier, si tu vois bien si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche pas, il faut faire un autre métier. Et bon, il s'est trouvé que ça a marché, que ça a continué. J'ai presque pas eu de trou, donc j'ai eu de la chance. Et tu sentais petite que c'était plus facile d'être un homme? Oui, mais évidemment que c'était plus facile, mais il faisait plus de choses, il y avait plus de rôles. Beaucoup plus de rôles. C'est aussi, comme disait Marie Dubois, c'est un bateau. Il y a, tu vois, les distributions de Shakespeare et de Molière, c'est bon. Mais bon, il y a des exceptions. Hein. C'est comme on dit, les femmes n'ont jamais été metteuses en scène avant, dans le temps du muet, il y avait des femmes déjà en Amérique qui étaient metteurs en scène. Bon, il y a toujours des exceptions qui confirment, bon, etc. Mais je pense que comme puisque ça a marché pour moi en tant que femme, peut-être qu'en tant qu'homme, ça aurait très bien marché aussi. Mais j'aurais préféré, enfin, j'aurais bien aimé être musicienne, mais il faut du talent pour ça. Or, le talent, tu ne sais pas si tu l'as, il faut essayer. Alors, tu essayes, hein, ça a l'air de marcher, ça marche 4-5 ans, si ça marche 10 ans, c'est génial. Tu te dis, tu vas rester dans le métier. Si ça marche plus longtemps, tant mieux. Bon, moi, je ne vais pas me plaindre. Et je pense que pour un homme, c'est pareil. Si au bout de 2 ans, tu vois que ça ne marche pas, que ce soit musicien ou autre chose, il faut faire autre chose. Le talent, c'est quelque chose que tu ne peux pas cerner au départ. Mais il n'a pas de sexe, le talent. C'est un peu, c'est ça. D'ailleurs, l'écriture non plus. Dans les graphologues, il n'y a pas on ne sait pas, dans la graphologie, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Déjà. Bon, l'écriture féminine... moi, ce qui m'importe, c'est le scénario. Que ce soit écrit par un homme ou par une femme, c'est le scénario. S'il est bon, il est bon. Et c'est pour ça que je ne suis pas tellement pour les quotas, parce que s'il faut des femmes, et si les 5 femmes sont pas bonnes, ben, on prend des hommes, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est un peu... c'est politique aussi, ça. C'est politique, mais c'est... Maintenant, je pense que les femmes ont quand même beaucoup plus de pouvoir qu'avant, surtout en politique, et elles en profitent, et c'est très bien. Parce que pour changer les choses, il faut faire de la politique. C'est ce que faisait Halimi. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans la condition féminine? C'est parce que les lois... Or, elle a changé 2 lois, hein, Gisèle. La loi contre l'avortement, et puis le viol est un crime. Avant, ça n'existait pas, cette loi. Bon... Alors, MeToo, c'est très bien, hein, parce que les gens se libèrent. Au moins, on dit, ah, puisque là, elle a dit ça, eh bon. Mais ce que j'aime pas non plus, c'est que, si tu veux, c'est... Le métier, on est privilégié. On ne parle pas de toutes les autres. Comment veux-tu faire MeToo quand tu es assistante boulangère à Périgueux et dans la banlieue de Périgueux? Enfin, tu vois, comment veux-tu... elles risquent leur métier, elles risquent leur boulot, elles se font montrer du doigt par leur famille. C'est encore comme ça. Et puis le progrès, je ne le trouve pas. Il est en flèche pour la science, mais pour la société, il est toujours en dents de scie. Et en ce moment, on est dans un creux. L'avortement, ça reparaît en Amérique, dans quelques États, en Pologne, et en France, il faut faire attention. Il y a les mouvements, la manif pour tous. Bon, il faut toujours monter au créneau. Mais en ce moment, on est dans un creux. Pour ça, le progrès, au point de vue social, il faut toujours se battre. C'est terrible. C'est tout le temps comme ça. Et je ne pense pas qu'il y ait un progrès dans les comportements, dans les comportements féminins. Elles suivent beaucoup les hommes. C'est dommage, parce que...
tu vois, la théorie du complot, des choses comme ça. On revient en arrière, on n'a plus la présomption d'innocence, tout le monde est coupable. C'est terrible, on est dans un creux là en ce moment. Il faut remonter, c'est tout. Bon, c'est tout. Enfin, si j'avais, pour ta question, finalement, j'aime bien les hommes aussi. Allez, voilà. Coralie Zaonero, à 50 ans, quel rôle les actrices peuvent-elles jouer? Peuvent-elles jouer? Je ne sais pas ce qu'elles peuvent jouer. Je peux parler de ce que, en tous les cas, je peux avoir envie de jouer, c'est-à-dire des rôles ouverts, forts, puissants, parce que je ne me suis jamais sentie aussi puissante qu'à 50 ans, puisque je les ai, et c'est un âge que je trouve absolument extraordinaire. Je n'ai jamais été aussi en place, je ne me suis jamais sentie aussi libre qu'à 50 ans. Donc, j'ai l'impression que quelque chose s'ouvre, et donc tout est possible, en fait. Donc, c'est plus comme ça que je le vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout me paraît possible, parce que j'ai beaucoup moins peur, et que je ne dépends plus du désir de l'autre, même si dans ce métier, on te dit tout le temps, mais c'est le désir de l'autre. Oui, d'accord, eh bien, s'il n'y a pas de désir, je vais le provoquer moi, et je vais moi faire des choses. C'est-à-dire, je ne me sens plus enfermée dans le désir de l'autre, et si d'un coup je ne joue pas, eh bien je vais écrire, je vais faire autre chose, je vais être créative, je vais raconter quelque chose sur le monde tel que je le vois pour continuer à être en fait artiste. Donc ce qui a changé pour moi, c'est ça. Je pense que avant, en étant plus jeune, j'étais beaucoup plus enfermée dans l'idée de ce qu'est une actrice, de ce qu'est une comédienne, et qu'en effet, du coup, de beaucoup plus dépendante. Mais il y a des rôles pour les femmes de 50 ans? Des femmes les écrivent, oui. Pauline Bureau est une merveilleuse auteure qui a écrit Hors la loi avec des rôles extraordinaires de femmes, des femmes... Alors oui, une héroïne que tout le monde connaît, Gisèle Halimi, mais qui a aussi su rendre héroïque Marie-Claire et Michel Chevalier, qui étaient des femmes, comme dit, elles auraient pu être assistantes boulangères à Périgueux. Eh bien, ces femmes ont été héroïques dans leur vie. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui arrivent et qui s'emparent de ces histoires, qui les mettent sur une scène de théâtre et qui bouleversent absolument le public. Donc je suis très, très optimiste. Et par contre, je pense, comme Pauline Bureau, que les quotas sont nécessaires. Que c'est parce qu'il y a des quotas que ça bouge. Et que la parité en politique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes politiques qui font changer les choses. Et malheureusement, je crois qu'il faut en passer par là. Et j'ai confiance, elles ont le talent. Elles y seront, les 5 scénaristes, pour écrire le scénario magnifique. J'ai confiance dans les femmes. Je les trouve très talentueuses.